Bonjour les amis, je suis Meufo de Science et Conscience. Science et Conscience vous permet de prendre en main votre bien-être en comprenant la science de manière simple et accessible. Aujourd'hui, le 14 novembre, c'est la journée internationale du diabète. C'est l'occasion pour nous de sensibiliser sur cette maladie qui affecte 422 millions de personnes à travers le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Chaque jour, environ 4000 décès à travers le monde sont attribuables au diabète. Des millions de personnes sont en prédiabète, c'est-à-dire qu'elles sont à risque de développer le diabète si rien n'est fait. Le nombre de cas de diabète dans le monde et sur le continent africain en particulier ne cesse d'augmenter au fil des années. D'ailleurs, des études ont déterminé que le diabète fait partie des 10 premières causes de décès globalement. Donc, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Restez avec nous pour en savoir plus. Aujourd'hui, avec notre invité spécial, expert et chercheur dans le domaine, nous allons décrire comment se développe le prédiabète et diabète, comment évaluer son risque et comprendre comment prévenir le prédiabète. Beaucoup de personnes entendent parler de diabète et la compréhension la plus partagée, c'est que le diabète est la conséquence d'une surconsommation de sucre ou que c'est une maladie qui arrive seulement chez les personnes âgées. À la fin de cette capsule, vous comprendrez plus. Commençons par comprendre c'est quoi un diabète. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Il existe plusieurs types de diabète, mais dans cette vidéo, nous parlerons du type 2 qui est le plus courant. Le diabète de type 2 peut se développer à tout âge, même pendant l'enfance. Mais il faut reconnaître que le diabète de type 2 se développe le plus souvent chez les personnes d'âge moyen et plus âgées. Comment se développe le diabète? Après un repas, les aliments consommés sont transformés en glucose et le taux de sucre dans le sang augmente. Le pancréas, qui est un organe de notre corps, détecte l'augmentation de la glycémie dans le sang et sécrète ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline fonctionne comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules et d'être utilisé comme énergie. C'est cette énergie dont on a besoin pour vaquer à nos activités chaque jour. L'insuline permet également le stockage d'excédents de glucose dans le foie et les muscles. C'est ainsi que le glucose diminue dans le sang pour atteindre le taux normal. Chez les personnes diabétiques, la clé dont je parlais précédemment ne fonctionne plus correctement. J'ai parlé de prédiabète dans mon propos introductif, mais que signifie avoir un prédiabète? Être prédiabétique signifie que votre glycémie est plus élevée que la normale, mais pas assez élevée pour être diagnostiqué comme diabète. Avoir du prédiabète signifie également que vous courez un risque de développer des maladies rénales, cardiaques et un diabète de type 2. Les études ont montré que vous pouvez rester prédiabétique pendant des mois, des années et voire des décennies avant de développer le diabète de type 2. Mais ceci reste une situation délicate qu'il faut éviter. La bonne nouvelle, c'est que le diabète, le prédiabète plutôt, est réversible et nous laisse une bonne fenêtre d'opportunité pour prendre les choses en main. Alors, comment les personnes en bonne santé peuvent éviter de développer le prédiabète? Je vous invite à écouter les conseils de notre invité expert. À tout de suite. Bonjour, professeur André Pascal Keigné. Nous sommes très honorés de vous accueillir dans l'espace de Science et Conscience. Je suis Meufo, la promotrice et fondatrice de Science et Conscience. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée internationale du diabète qui se célèbre tous les ans, le 14 novembre. C'est l'occasion de sensibiliser le public, de l'éduquer
et de soutenir les personnes vivantes avec cette maladie et enfin de mettre en avant les dernières avancées de la recherche en matière de diabète. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter notre invité. Le professeur André-Pascal Kenyé est médecin et interniste formé à l'école de médecine de Yaoundé au Cameroun. Il est également titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université de Sydney en Australie. Il est l'actuel directeur de l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles du Conseil sud-africain de la recherche médicale. Et il occupe conjointement le poste de professeur au département de médecine de l'Université du Cap en Afrique du Sud. Il est co-auteur de plus de 630 articles évalués par des pairs, auteur de chapitres de livres et monographies sur les maladies chroniques en Afrique et au niveau mondial. Il a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière de chercheur. Professeur, quelle chance de pouvoir bénéficier de votre expertise aujourd'hui. Il y a tellement d'informations utiles à partager concernant le diabète, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la prévention du diabète de type 2. Professeur Kenyé, au début de ma présentation, j'ai parlé du prédiabète comme précurseur du diabète. Alors la question est, comment les personnes en bonne santé peuvent-elles éviter de développer ce prédiabète? Avant de passer à la réponse, je voulais déjà dire merci pour votre aimable introduction et merci aussi pour l'invitation sur le programme. C'est tout le plaisir pour moi d'y participer. Et en effet, le prédiabète, justement, c'est l'état intermédiaire entre le supposé état normal et l'état de diabète, et qui est caractérisé par le fait qu'en fait, les gens dans cet état, au moins pour un tiers, peuvent progresser avec le temps vers l'état de diabète ou vont demeurer dans cet état ou quelquefois peuvent régresser. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est plutôt cette régression parce qu'on sait aujourd'hui que avec certaines interventions, il est possible de pouvoir régresser dans ce qui, d'une manière ou d'une autre, diffère quelque peu, enfin, comment dirais-je, retarde quelque peu le développement du diabète. Donc, en fait, on peut pas parler, c'est une trajectoire un peu complexe, en ce sens que c'est un continuum et qui est très souvent passe inaperçu. Mais généralement, si les gens, en fait, mènent une vie dite saine qui comporte une alimentation saine, mais aussi une pratique régulière d'activité physique, alors ils sont supposés maintenir un état de balance énergétique et aussi métabolique. Et donc qui ne va pas se traduire par une accumulation des facteurs de risque du diabète, par exemple. Mais quand cette balance, malheureusement, est rompue, ça va se traduire en fait par la mise en branle des mécanismes qui, au long cours, vont permettre le développement du diabète. Et donc, le prédiabète, en fait, se situe juste comme une étape intermédiaire sur cette trajectoire. Et en fait, une fois qu'est-ce que c'est en place, si rien n'est fait comme tout à l'heure pour pouvoir peut-être améliorer les comportements de façon ultime, et peut-être un tiers de ces personnes évoluera vers un état de diabète. Donc, en fait, je veux dire, en fait, la clé reste dans l'adoption des comportements, des habitudes pas saines en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'activité physique et d'hygiène de vie en général. Merci, professeur, pour cette première réponse. Donc, pour résumer, on comprend que le prédiabète, c'est le précurseur, comme on a dit, du diabète. Du moment où nous maintenons une alimentation équilibrée et saine et que nous maintenons l'activité physique, nous allons rester en bonne santé
ces comportements nous évitent d'entrer en prédiabète. Mais je pense que nos auditeurs aimeront avoir plus de spécificité parce que tout le monde sait qu'on devient diabétique parce qu'on n'a pas mangé ce qu'il fallait et beaucoup ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut être actif. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques conseils pratiques concernant l'alimentation? Oui, merci beaucoup pour cette question pertinente. Et je veux dire, avant d'y arriver, permettez-moi peut-être de repréciser qu'en fait, on conçoit le diabète, et pas seulement le diabète, mais beaucoup d'autres maladies chroniques comme étant la résultante de l'interaction entre un certain état de prédisposition et l'environnement. Donc, et l'environnement en général. Donc, en fait, c'est cette conjonction qui va permettre l'adoption ou le développement des facteurs de risque et qui, de façon ultime, permettra l'éclosion du diabète. Donc, quand on pense maintenant en termes de comment peut-être se prémunir contre cette maladie, en fait, on pense aussi justement sur le plan des prédispositions, est-ce qu'il y a des facteurs qu'on peut modifier? Et sur le plan de l'environnement, est-ce qu'il y a des facteurs qu'on peut modifier? Et malheureusement, pour ce qui est de la prédisposition, beaucoup de ces facteurs peut-être ne sont pas tellement modifiables en tant que tels. Et on se rend compte qu'en fin de compte, le facteur environnemental joue pour beaucoup. Le facteur environnemental étant quoi? Étant justement avec l'évolution, on a peut-être un accès plus facile à la nourriture et toujours pas de la nourriture saine. Et aussi, avec l'évolution, on perd aussi plus d'opportunités de faire de l'exercice physique. C'est ce qui donc fait cette conjonction qui à terme permet au diabète de se développer. Donc, mais en termes de comment se prémunir, peut-être 10, 15, 20 ans plus tard, on aurait parlé en termes de manger ci, manger ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Je crois que, on s'est rendu compte en quelque sorte, peut-être soit de l'échec, soit de l'insuffisance de cette approche. C'est pour ça que de plus en plus, on parle plutôt d'alimentation en tant que possible équilibrée. Et le but ultime étant de maintenir autant que possible la balance énergétique. En quelque sorte, en fait, ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, euh, c'est au niveau individuel de s'assurer que la quantité qu'on ingère, en fait, équivaut à ce qu'on dépense. Mais très souvent, en fait, on en consomme plus qu'on ne dépense. Et la raison étant quoi? C'est qu'en fait, le surplus est accumulé sous forme de graisse dans l'organisme et à terme donne ce qu'on appelle l'obésité, qui est considérée aujourd'hui comme étant un des vecteurs en quelque sorte du diabète. Donc, je vais être un peu décevant en disant, je ne veux pas prescrire manger si ne mangez pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt en termes d'équilibre. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai consommé est en équilibre avec ce que j'ai dépensé? Parce que c'est pas la peine de consommer un plat bien garni, comment dire, de sucre par exemple, et puis d'aller se coucher. Mais il est possible de le faire et d'aller, par exemple, faire de l'activité physique par la suite parce que vous en aurez besoin à ce moment-là pour cette activité physique. À cette énergie, on en a besoin. C'est plutôt en termes de est-ce que ce qu'on a consommé d'un côté est équivalent à ce qu'on a dépensé. Mais ceci dit, néanmoins, il y aura de la nuance, en ce sens qu'en fait, les sources d'apport énergétique, les aliments les plus riches en apport, comment dire, énergétique, sont en fait les huiles et les graisses. Et autant que possible, il serait indiqué de s'assurer qu'en fait, enfin, qu'on réduise l'apport de ces composantes dans l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire, si on a l'opportunité de bouillir la nourriture au lieu de frire, c'est toujours mieux. Parce qu'en fait, cette friture, en quelque sorte, apporte
un surplus de lipides. C'est fondamental. Et si on peut, par exemple, peut-être rôtir de la viande au lieu de frites, par exemple, en fait, le fait de rôtir va permettre déjà d'éliminer l'excès de la graisse qui est déjà contenue dans cette viande et d'une manière ou d'une autre, réduire l'apport énergétique. On va aussi dire, il y a des groupes d'aliments peu énergétiques, un peu comme les fruits et les légumes, et je veux dire, qui sont autant que possible recommandés, en fait, comme composantes de l'alimentation ordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ceux qui sont en mesure de manger beaucoup plus riches en légumes, en fruits et en légumes, mais pour ce qui est de l'apport des sucres et des graisses, juste comme la quantité qui est nécessaire pour la dépense planifiée. En fait, ça permettra de pouvoir différer le développement du diabète ou bien du prédiabète. Et pour ce qui est de l'activité physique, ce qui est intéressant à dire, ce qui est important à dire, c'est que quand on parle d'activité physique, il ne s'agit pas toujours de mettre une combinaison de sport pour aller courir, ainsi de suite. Si on peut courir, c'est tant mieux. Mais ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que chaque activité physique compte. Mhm. Chaque activité physique compte. La régularité est aussi importante. Et donc, je veux plutôt dire que les gens doivent apprendre à capitaliser sur chaque opportunité de se dépenser un tout petit peu physiquement, quel que soit le mode. Il peut s'agir, par exemple, pour ceux qui prennent le taxi pour aller au travail, Mhm. souvent, quand ils ne sont pas pressés, de quitter le taxi peut-être 1 kilomètre avant leur domicile et de compléter le trajet à pied. Ça l'a fait de façon régulière, va permettre de pouvoir augmenter la quantité d'activité physique. Si on a un petit jardin derrière la maison, ça vaut la peine de penser à faire un peu du jardinage régulièrement. Bon, pour ceux qui ont peut-être un petit champ, aussi penser à le faire. Donc, honnêtement, comme je disais, en résumé, c'est en quelque sorte tout ce qui peut nous permettre de pouvoir nous dépenser un peu physiquement, c'est important. Ce qui compte, c'est la régularité. Mhm. Parce que ce n'est pas la peine de passer toute la semaine sans rien faire, d'aller le samedi courir 2 heures de temps. Et je crois que vous n'avez pas le bénéfice escompté à l'opposé de peut-être faire 20 30 minutes, 3 4 jours par semaine. C'est de ça qu'il est question. Et je pense à ce moment-là, ça ne demande pas tant. Mais une fois de plus, en termes de résumé, c'est une question de une alimentation autant que possible riche en légumes et en fruits. Et pour ce qui est de l'apport énergétique, des glucides et des lipides, vraiment, c'est juste ce qui est nécessaire pour les dépenses planifiées. Et pour ce qui est de l'activité physique, c'est chaque opportunité qui compte, pas forcément le sport rigoureux, courir. Pour ceux qui peuvent le faire, c'est tant mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'ils fassent ce qui leur est accessible. Wow. Merci, professeur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que aucun groupe d'aliments n'est proscrit. On peut vraiment manger tout ce qu'on veut, mais c'est la quantité est très importante. L'apport énergétique doit correspondre à nos dépenses également. Merci beaucoup de clarifier cela. Je pense que nous avons touché sur le point un peu sur la prédisposition. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, des facteurs qui prédisposent certaines personnes plus que d'autres à développer un diabète? Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le diabète est la résultante de l'interaction entre une certaine prédisposition, en effet, et les facteurs environnementaux. Pour ce qui est des facteurs de prédisposition, je vais citer, le premier, c'est l'âge. En fait, le diabète, comme beaucoup de maladies chroniques, augmente avec l'âge. Oui, donc, j'ai parlé de l'âge déjà. Maintenant, j'ai parlé du sexe en essayant de dire qu'en fait, beaucoup d'études ont démontré que
et les hommes ont tendance à faire plus de diabète que les femmes. Mais je dois dire il faut nuancer parce que dans certaines populations, et notamment les populations africaines, par exemple, nous n'observons pas tellement cette tendance je vois plutôt tendance à dire que les hommes, tant que les femmes font le diabète. Le troisième facteur que je vais citer, c'est la prédisposition. Je dis, c'est familial. En fait, le fait d'avoir un parent diabétique augmente vos chances de faire le diabète. Et si les deux parents le sont, vos chances sont encore plus accrues. Et les études plus raffinées tendent à montrer qu'en fait, le fait d'avoir une mère diabétique vont augmenter votre risque beaucoup plus un père diabétique. Les raisons, je vais épargner vos auditeurs des raisons qui sont des raisons en cours d'exploration. Un autre facteur que je peux citer, c'est l'hypertension artérielle. En fait, le diabète et l'hypertension sont un peu comme des jumeaux, Et ceux qui ont diabète type 2 en général, au moins la moitié d'entre eux aura aussi une hypertension. Ce qui fait qu'en fait, le fait d'avoir une hypertension doit toujours motiver l'exploration pour voir s'il n'y a pas, s'il y a pas un diabète. Je veux aussi citer l'obésité. L'obésité est un des grands vecteurs du diabète à l'heure où nous sommes. Oui, elle est utilisée pour expliquer cette explosion en fait du diabète dans le monde en général qui va vraiment en lien avec l'explosion de l'obésité. Et c'est d'autant plus, ça gêne d'autant plus qu'en fait, de plus en plus, et les gens deviennent obèses à un âge trop jeune. C'est-à-dire de plus en plus, on a l'obésité chez les enfants. Et comme conséquence, le diabète de type 2, qu'on voyait beaucoup plus chez les adultes, est de plus en plus observé chez les adolescents. Quand je parle d'adolescents, c'est l'âge de 15 ans, par exemple, alors que ce n'était pas le cas avant. Je vais citer aussi le tabagisme. Le tabagisme, en sent que ceux qui fument, il y a un risque potentiel de développer le diabète aussi. Certains groupes de médicaments, les médicaments dits les corticoïdes, si on les prend au long cours, il y a des risques que ça puisse conduire à un diabète. Bon, il y a d'autres facteurs qui sont discutés. L'infection, par exemple, à VIH. Il y a des théories qui tendent à suggérer que avoir le VIH ou bien être traité pour le VIH peut potentiellement augmenter le risque de diabète. C'est encore débattu. Donc, c'est pour ça que je n'appuie pas beaucoup dessus. Les facteurs génétiques, oui, il y a quelques facteurs génétiques qui ont été découverts et qui peuvent potentiellement augmenter les risques de diabète. Mais je dois aussi nuancer en disant que même si ces facteurs existent, en fait, leur apport est minime par rapport à l'apport des autres facteurs qui sont potentiellement modifiables. Je veux citer des comportements comme par exemple, comme consommation d'alcool. Et naturellement, on a parlé, c'est-à-dire en fait l'inactivité physique, le fait de ne pas être physiquement actif ou bien l'alimentation pas saine vont être des éléments qui vont à terme augmenter les risques de faire un diabète. Merci, professeur. La liste est très longue. On a Oui. parlé de l'âge, on a parlé de l'histoire familiale, on a parlé de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Je vois qu'il y a beaucoup de connexions entre ces facteurs-là. Et l'obésité, comme vous le dites, de plus en plus des adolescents et même des enfants sont obèses et c'est vraiment dommage. Parlons de l'âge, professeur. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut systématiquement aller se faire dépister? Est-ce que vous conseillez à un certain âge où il faut aller se faire dépister?
En fait, il serait un peu difficile de conseiller un âge particulier parce qu'en fait, ça dépendra du profil des individus. Mais forcément, si on a, par exemple, si on a un parent qui est, ou bien les deux parents diabétiques, ça vaut la peine de commencer assez tôt comparé à si on n'a pas un parent diabétique. En fait, sur le plan pratique, c'est la plupart du temps la présence des autres facteurs de risque du diabète qui stimulent quand est-ce qu'il faut éventuellement commencer à se faire dépister. Mais on va dire généralement à partir de l'âge de 30, 35, 40 ans, ça vaut la peine d'en faire une routine. Généralement, ça se fait une fois. Et si le médecin démontre que, en fait, vous n'êtes pas encore à risque, la répétition se fera peut-être tous les 3 ans en fonction de votre profil de risque. Mais si vous êtes donné un cut-off, je dirais que ce n'est pas prudent de traverser le seuil de 35-40 ans sans s'être fait dépister au moins une fois pour le diabète, mais aussi pour l'hypertension qui tendent à aller ensemble. Surtout que l'hypertension va commencer beaucoup plus tôt que le diabète. Merci, professeur. J'espère que nos auditeurs ont bien compris quels sont les facteurs de risque et ils sauront dans quel cas ils sont plus à risque que d'autres personnes. Professeur, nous savons que le diabète, c'est une maladie très, très silencieuse. On peut rester prédiabétique pendant des années sans même le savoir. Y aurait-il des symptômes à surveiller qui devraient nous mettre la puce à l'oreille et qui nous alerteraient que peut-être on serait en train de faire un prédiabète? Là, vous l'avez résumé, le diabète, déjà, surtout le type 2 comme maladie, est silencieux. Et les études montrent qu'en fait, on peut avoir le diabète lui-même et pendant 7 à 10 ans, en fait, c'est ça la médiane en quelque sorte, avant de le découvrir. Si le diabète lui-même est silencieux, le prédiabète alors est plus que silencieux encore. Donc, la réponse directe, c'est qu'il n'y a pas de symptômes en tant que tels qui puissent indiquer qu'on a fait un prédiabète. Mais néanmoins, ces facteurs de risque que j'ai cités, leur présence doit pouvoir à tout moment dire peut-être que le processus de développement du diabète en passant par le prédiabète est déjà en cours. C'est-à-dire quoi? En fait, si le poids est en train d'augmenter sans cesse, on doit se dire, tiens, peut-être de façon sous-jacente, les mécanismes qui vont conduire au diabète sont déjà en cours et donc stimuler en quelque sorte l'intérêt à se faire dépister. Et tout à l'heure, le fait qu'on ait une hypertension, c'est un classique d'ailleurs, c'est qu'en fait, de façon annuelle, par exemple, ceux qui ont une hypertension vont automatiquement, enfin, vont théoriquement avoir une glycémie pour pouvoir savoir où ils se situent par rapport à leur risque, enfin, leur progression éventuelle vers un stade de diabète. Donc, en fait, en pratique, c'est la présence des facteurs de risque qui déclenche le processus de dépistage et en fait, doit rester la pratique. D'accord. Merci, professeur. Le diabète est silencieux, le prédiabète l'est encore Mhm. plus. Donc, chers auditeurs, euh, prenez note de la liste des facteurs de risque et sachez que vous devez vous faire dépister. Il y a un facteur que je n'ai pas cité, que j'aurais dû. C'est vrai qu'on a en train de parler du diabète de type 2, mais il y a un diabète dit gestationnel, en fait, qui est l'élévation de la glycémie observée essentiellement pendant la grossesse et qui va disparaître après l'accouchement. Alors, les femmes qui ont fait un diabète gestationnel typique ont des risques trop élevés de faire un diabète de type 2 à l'avenir. Donc, ça doit être aussi un élément pour pouvoir motiver la surveillance et éventuellement piquer le diabète quand il se développe. De la même manière, les femmes qui vont faire des enfants de gros poids ont aussi une tendance à
plus tard à faire le diabète. Merci, professeur. C'est très important parce que je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui sont dans cette situation, y compris moi. J'ai fait des enfants de gros poids. Professeur, on va aborder la dernière question de notre intervention. Euh, Existe-t-il des résultats de recherche émergents ou des approches innovantes en matière de prévention du diabète à l'attention de nos auditeurs aujourd'hui? Di- euh, Merci beaucoup pour cette question, en ce sens que je crois que c'est ça à quoi on s'attelle actuellement, parce que pendant longtemps, c'était de la supputation, mais il y a de cela à peu près 20 ans, et qu'on a eu les premières évidences démontrant qu'en fait, chez ceux qui ont un prédiabète, on peut ralentir la progression, on peut ralentir ou prévenir la progression vers le stade de diabète. Les approches, je veux dire, sont pratiquement les mêmes. En fait, c'est toujours un peu une question d'améliorer l'alimentation, la rendre beaucoup plus saine, d'améliorer aussi le niveau d'activité physique. Et quelquefois, on y a combiné des médicaments. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on savait déjà. L'innovation, c'est plutôt comment amener les gens à adopter ces comportements, ou bien à changer des comportements en quelque sorte. Et ça se passe déjà ailleurs. On voudrait amener les gens à pouvoir s'évaluer eux-mêmes. Mm. Parce que bon, pour le moment, dans beaucoup de contextes, les gens ont besoin de faire recours au corps médical pour pouvoir savoir s'ils ont un prédiabète éventuellement. Donc, on est venu au stade où les gens doivent être en mesure d'évaluer leur risque d'eux-mêmes et savoir s'ils ont un potentiel de prédiabète et être en mesure justement de commencer ces mesures sans avoir besoin du corps médical. Et on pense que avec ces approches, on sera en mesure d'atteindre un nombre élevé de personnes. Et prenons le cas de l'Afrique, parce que c'est là qui est là où j'ai plus d'intérêt. Par exemple, nous avons conçu des algorithmes, on les appelle des équations de risque, qui utilisent l'âge de la personne, sa pression artérielle et son taux de taille pour produire un score et qui, à partir d'un certain seuil, ne garantit pas, mais enfin, au-dessus d'un certain seuil, vos chances d'avoir un prédiabète sont trop élevées. Et Mm. rien que avec ce score-là, parce que chacun peut le faire même en communauté, les gens seront en mesure de se mettre à ces mesures de prévention sans avoir besoin de recours au corps médical. En résumé, innovation, il y en a eu, mais plutôt en termes de comment est-ce qu'on peut délivrer ces messages qui permettent de capaciter les gens pour pouvoir s'auto-prendre en charge en termes de améliorer leur alimentation, mais aussi augmenter leur niveau d'activité physique et naturellement contrôler les autres facteurs de risque du diabète, un peu comme tout à l'heure j'ai cité le tabagisme, arrêter de fumer pour ceux qui fument déjà, diminuer l'alcool pour ceux qui boivent et ceux qui sont en surpoids, comment faire pour perdre du poids. Donc, voilà ce que je peux dire en bref sur ce qu'il y a eu comme développement. Mais le message positif étant qu'on sait aujourd'hui qu'on peut prévenir la progression du stade de prédiabète vers le stade du diabète. Ouais, super. Merci beaucoup, professeur, d'avoir partagé ces innovations avec nous. Merci, Absolument. professeur André Pascal Keigné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre expertise et votre générosité intellectuelle nous inspire et nous motive vraiment à continuer de faire ce qu'il faut pour notre bien-être et pour prévenir les maladies de notre temps, comme le diabète. Donc, nous vous remercions sincèrement pour votre temps. Tout le plaisir était mien et beaucoup de courage. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais résumer ici les recommandations du prof dans mon petit français parce que le level du prof était un peu fort. Donc, prof Kenye dit que notre risque de faire plus tard le diabète sera à deux niveaux.
Premièrement, vous avez les gènes qui sont en nous. Il n'y a pas moyen de les modifier. Deuxièmement, on a l'environnement, c'est-à-dire ce qui est en dehors de nous, comme la nourriture qu'on mange, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas avec notre corps. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on se dépense? Est-ce qu'on dépense l'énergie ou le surplus d'énergie que nous consommons? Pour illustrer, si tu manges ton plat de poisson brisé avec ton manioc, là, ton corps a intérêt à dépenser l'énergie que ce repas t'apporte à travers le sport. Sinon, bonjour les kilos, bonjour le surpoids, l'obésité et le diabète. Facile à comprendre, non? Donc, ceci résume ce que nous a dit le prof. Nous arrivons au thème de cette émission. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet particulier, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la partager autour de vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir la primeur des prochaines publications. Sur ce, je vous dis au revoir, mais surtout, gardez le sourire parce que demain sera meilleur.